Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du premier épisode de la saison 2 de Westworld. Et oui, c'est reparti pour 10 semaines de cogitation intense. Pour commencer, bravo à Polo857, et oui, c'est ton commentaire qui a été tiré au sort sur la vidéo de lundi dernier, qui était l'analyse du dernier épisode de la saison de The Walking Dead, et c'est donc toi qui remporte le coffret de la saison 7 de The Walking Dead. J'ai déjà répondu à ton commentaire, et donc je t'invite à m'y répondre en m'indiquant l'adresse à laquelle je pourrais t'envoyer ce coffret. Alors oui, évidemment, on ressort de ce premier épisode avec des tas de questions et peu de réponses, mais c'est assez normal pour une ouverture de saison. Pour commencer, le générique propose de nouvelles images et met en avant la notion de maternité. La structure du visage de l'autre qui serre contre elle un bébé, qu'on suppose être le sien, correspond plutôt bien à celui de Maeve. Voilà qui vient carrément renforcer la thématique maternelle pour Maeve cette saison, puisqu'on a déjà compris qu'elle partirait à la recherche de l'autre qui avait été programmé précédemment pour être sa fille. Peut-être que la série abordera le thème de la définition du sentiment maternel et en quoi il serait un instinct naturel ou, à l'opposé, un choix conscient. J'ai aussi remarqué que le générique montre un chapeau noir qui tombe vers une lumière, ce qui pourrait éventuellement augurer d'une évolution de William. Enfin, la symbolique de l'eau, de la noyade, de l'inondation, voire du baptême éventuellement, ressort du dernier plan du générique avec l'autre immergé. S'il fallait en choisir un, on pourrait dire que c'était Bernard qui était au centre de cet épisode, mais avant d'en venir à mes questions, mes hypothèses, mes interrogations sur les différents personnages, je voudrais quand même vous proposer une petite liste de ce qu'on a appris dans cet épisode. On a donc la confirmation d'une des hypothèses de fin de saison 1, à savoir que Westworld et les autres parcs adjacents sont situés sur une île dans la zone de contrôle maritime chinoise, probablement en mer de Chine méridionale. Toutefois, Delos est propriétaire de l'île et y fait ce que bon lui semble. On peut aussi en déduire que le train qu'on a vu dans la première saison, celui qui amène les visiteurs, doit certainement passer par une sorte de tunnel sous-marin. Cet épisode nous révèle aussi l'intérieur du crâne d'un hôte et la relative facilité avec laquelle on peut retirer ce qui ressemble à leur disque dur pour le lire, voire l'implanter ailleurs. On apprend également que les autres répondent à une logique de maillage réseau, ce que Bernard désigne comme le Mesh Network en VO. C'est un système qui permet de faire passer des données entre deux autres relativement proches et qui a été créé à la base pour la gestion des trames narratives. Enfin, on apprend que l'activité secrète de Delos est liée à la récupération de l'ADN et des schémas comportementaux des invités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agissait là d'une des théories solidement ancrées déjà depuis la première saison, et puis les termes et conditions du parc prévoient déjà que les éléments d'ADN récupérés par Delos peuvent être utilisés à son entière discrétion. Si on pousse le raisonnement dans la continuité logique de cette révélation, on pourrait supposer que l'objectif de Delos serait de remplacer des gens puissants du monde réel par des autres, mais on verra si c'est aussi simple. Bien logiquement, on a retrouvé des tas de personnages dans ce premier épisode, et je vous propose de commencer avec Dolores et Teddy. La vengeance sanglante menée contre les VIP de Delos et les visiteurs était attendue. Dans le discours de Dolores, on remarque qu'elle annonce qu'après la gentille fille du ranch et le terrible Wyatt, son nouveau rôle sera elle-même. Difficile de juger à quel point son action peut être qualifiée de libre, car chez beaucoup de spectateurs, il règne une grande incertitude quant à l'impact que le plan de Ford a encore sur le comportement de tous les autres, et notamment ceux qui semblent s'être le plus éveillés à la conscience. Et oui, après tout, le titre de ce premier épisode est Journey into Night, et c'était celui que Ford avait donné à son dernier morbide spectacle. Il est clair que Dolores fait preuve d'ironie en reprenant volontairement des phrases qui font écho à son passé et notamment à la première saison. Par exemple, les questions qu'elle pose à l'homme qui supplie pour sa vie renvoient bien entendu à la phase de diagnostic des autres qu'on avait découverte dans le tout premier épisode de la série. Le passage le plus marquant pour Dolores survient dans son dialogue avec Teddy. Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de conquérir le monde entier. Elle assure qu'elle voit le passé, le présent et l'avenir, et que l'histoire se termine avec eux deux. Impossible de deviner ce que cela signifie pour le moment, mais l'intention des scénaristes consiste clairement à ce qu'on mette cette promesse en parallèle avec les dernières images de l'épisode, celle du corps de Teddy qui flotte dans l'eau. Je pense toutefois qu'on peut aussi y voir une sorte d'indice que nous laissent les créateurs de la série. Il se pourrait qu'il y ait un final avec ces deux personnages, mais de là à ce qu'ils soient tous les deux dans la même incarnation, j'en doute fortement, mais il ne faut jamais dire jamais. J'en viens maintenant à William, celui qu'on a longtemps appelé l'homme en noir durant la première saison. Et même si ce vieux William a carrément mal tourné, j'ai adoré les scènes qui le montrent comme un poisson dans l'eau dans ce parc qui est enfin devenu mortel. Les enjeux sont réels et le joueur ultime du parc va trouver un défi à sa mesure. Et clairement, les années d'entraînement passées à écumer le parc ont porté leurs fruits. Malgré son âge, William reste un sacré coriace. Le niveau d'intérêt du spectateur monte forcément d'un cran quand il croise la version de Ford enfant. La voix de cet hôte, qui mêle celle de Ford adulte et enfant, vient soutenir les théories selon lesquelles le créateur du parc a survécu sous une forme différente. Impossible toutefois pour le moment de deviner si Ford a conservé une forme d'incarnation ou s'il est maintenant uniquement cette petite musique qu'on retrouve au cœur du code qui emplit tout le parc.
Quoi qu'il en soit, je reste persuadé que c'est bien le corps humain de Ford qui a été abattu par Dolores dans le dernier épisode de la première saison. D'ailleurs, les asticots découverts sur le cadavre auraient plutôt tendance à renforcer ce point de vue, même s'il semble bel et bien que les mouches s'intéressent tout autant aux cadavres des autres qu'à ceux des humains. La rivalité entre Ford et William semble se poursuivre par-delà la mort, et cette fois, le jeu concocté par Ford s'appelle The Door, la porte. Il s'agirait pour William de parvenir à sortir, mais reste encore à définir de quoi il faut sortir. Alors oui, la première idée qui vient, ce serait de sortir du parc, mais est-ce que ce serait vraiment un enjeu à la hauteur de l'homme en noir ? Le robot enfant est toujours aussi sibyllin, et il dit que ce jeu commence là où William se termine, et se termine là où il a commencé. Je suis sans doute totalement à côté de la plaque, mais pour l'instant, ce qui me vient à l'esprit, il faut dire que c'est ma petite marotte transhumaniste, ce serait que William devrait vaincre son humanité et, par-delà la mort, parvenir à transférer sa conscience dans un corps d'autre, par exemple, celui qui serait identique à celui du William jeune qu'on avait découvert dans la première saison. Dernière remarque concernant William, il voit le loup qui se promène parmi les corps. J'ai toujours autant de mal à interpréter la présence de ce loup qui a été vu à l'occasion de différents massacres. Je me demande s'il est uniquement symbolique, notamment comme référence cinématographique à Tarkovsky, ou s'il a une fonction beaucoup plus prosaïque dans l'histoire. Pour en revenir à Ford et à son impact durable, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque le piano mécanique du saloon a commencé à jouer une version de The Entertainer, la célèbre musique associée à L'Arnaque, le film de 1973 avec Redford et Newman, j'ai tout de suite pensé à Robert Ford comme à un génial escroc qui avait réussi à berner tout le monde. Passons maintenant à Maeve qu'on retrouve en quête de sa fille et qui récupère le minable Lee Sizemore au passage. Avant d'oublier, je parie que certains trouveront que la scène de nudité de Sizemore était gratuite, mais de mon point de vue, il s'agit surtout d'un joli pied de nez des scénaristes qui se moquent d'eux-mêmes avec ce commentaire très méta. En effet, on a Maeve qui a passé une bonne partie de la première saison nue à l'écran et qui cette fois ordonne aux scénaristes du parc de se mettre à nu devant elle. Cette petite humiliation a déjà du sens au niveau des personnages, mais je pense clairement qu'on peut y voir un clin d'œil sur le retournement de situation. On constate que Maeve a conservé un contrôle très poussé sur les autres, ce qui n'a rien d'étonnant alors que toutes ses prérogatives et capacités avaient été poussées au maximum en fin de première saison. Alors oui, les retrouvailles de Maeve et Hector font plaisir, et voir ces deux-là partir à l'aventure est carrément prometteur, mais je me demande quand même où est passé Armistice. De mon point de vue, l'échange le plus intéressant de Maeve a lieu avec Lee dans la salle de la carte, quand il souligne que la relation qu'elle avait avec sa fille n'était pas réelle. C'est un dialogue qui renvoie directement à la définition de ce qui est réel, un sujet abordé dans l'entretien d'ouverture entre Arnold et Dolores. Et ce parallèle est bel et bien volontaire, cela ne fait aucun doute, puisqu'Arnold pense clairement à son fils disparu quand il répond à Dolores que ce qui est réel, c'est ce qui est irremplaçable. En résumé, Arnold pense à son fils, Maeve à sa fille, ce qui compte le plus pour nous, c'est ce qui est réel, ce sont nos sentiments. De ce fait, le lien de mère à fille que ressent Maeve a autant de réalité que s'il s'agissait de son enfant biologique. J'en viens enfin à Bernard qui est déjà à l'origine de la première bonne prise de tête de cette saison, et oui, la série recommence à jouer avec nos perceptions du temps et de l'espace. Bernard se demande s'il est maintenant, mais moi je me demande combien de versions de Bernard se promènent dans le parc et si ses perceptions sont vraiment fiables. En effet, comme l'a très bien résumé un certain Ayaya3154 sur Reddit, on a plusieurs versions de Bernard dans cet épisode. Il y a d'abord celui qu'on voit se débrouiller pour survivre avec Charlotte Hale dans les heures qui suivent le massacre. Cette version de Bernard, ou Bernard si vous préférez, porte encore la cicatrice du tir de la première saison sur sa tempe droite. Il y a ensuite le Bernard qui se réveille sur la plage et dont les lunettes sont emportées par le ressac. Dès le début, une garde sort un jeu de cartes qui représente les gens importants à récupérer et elle regarde avec circonspection celle de Bernard. Doit-on en conclure qu'il ne s'agit pas vraiment de Bernard ? Sans doute pas, l'indice semble un peu trop appuyé, mais ce qui est certain, c'est que cette version de Bernard, qui se situe apparemment 11 jours après le massacre, n'a plus la cicatrice sur la tempe droite. Dans toutes les versions de Bernard, Arnold y compris, le personnage exprime une forme de confusion. Dès l'entretien entre Arnold et Dolores, on commence avec une absence d'Arnold, ce qui est quand même très troublant. La série serait capable de tout, et Dolores aussi. Se pourrait-il que cette scène ne soit pas au passé, mais plutôt dans l'avenir, et que Dolores se fasse passer pour son ancienne version, afin de tromper Bernard pour qu'il pense être Arnold, et lui soutirer des informations? Pour le moment, je ne pense pas que ce soit le cas, mais gardons quand même cette idée dans un coin de nos têtes. Et on a donc Arnold qui évoque ce rêve, il était sur un rivage, isolé, l'eau montait, et les autres l'avaient laissé de côté. On peut émettre des tas de doutes et d'hypothèses sur ces hôtes, ce qui est certain, c'est que les prochains épisodes devraient nous expliquer le déroulement et réunir les points manquants entre Bernard avec Charlotte et Bernard qui se réveille sur la plage. Quand on y réfléchit, la situation de Bernard sur la plage est totalement illogique, de même que le comportement de la sécurité avec lui. Comment un être humain aurait survécu aussi longtemps? Pourquoi avec un verre de champagne? Et pourquoi ne pas lui proposer à boire et à manger après ce qui devrait être 11 jours de fuite cauchemardesque? Il y a quelque chose qui cloche et même Bernard commence à s'en rendre compte quand il termine la phrase de bienvenue de Karl Strand. Alors du coup, il y a franchement de quoi se poser des questions. Est-ce que Bernard aurait déjà vécu cette scène plusieurs fois? Est-ce qu'il serait pris
relié à l'intérieur d'une boucle qui serait utilisée par exemple pour lui soutirer des informations? Est-ce aussi la raison pour laquelle Carl lui demande si voir le cadavre de Ford lui déclenche de nouveaux souvenirs? Et est-ce l'explication du fait que l'épisode nous montre 2 fois la même scène d'exécution du même hôte sous 2 angles différents à quelques minutes d'intervalle, pour nous montrer que les perceptions de Bernard sont tronquées? On manque aussi pour le moment de la moindre explication sur le retour de Stubbs, qui s'était fait attaquer par des membres de la Nation Fantôme en fin de première saison. Et surtout, pourquoi Floki de Viking porte un costard? Concernant les informations récoltées par Costa en lisant le cortex de l'Indien, on entend Dolores qui prend le soin d'annoncer aux malheureux que tous ne sont pas destinés à rejoindre la vallée au-delà. Voilà qui semble douteux, d'autant que le garçon d'écurie a utilisé cette même expression de vallée au-delà juste avant que les humains ne le massacrent sous les yeux de Bernard. Voilà encore qui vient renforcer l'idée selon laquelle Bernard pourrait être prisonnier d'une sorte de simulation destinée à lui soutirer des informations. Et le fait de retrouver cette phrase pourrait correspondre au système de Bernard qui tente de donner une cohérence à cette simulation en reprenant des éléments enregistrés auparavant dans d'autres contextes. On peut même ajouter que la présence du tigre échoué qui étonne tout le monde et qui nous donne l'occasion d'apprendre qu'il y a sans doute un parc sur le thème de la jungle et de l'Inde pourrait surtout venir souligner que la situation est anormale et que ce que perçoit Bernard n'est pas la réalité. Quoi qu'il en soit, la mémoire de Bernard est totalement déstructurée, comme viennent illustrer très tôt dans l'épisode les flashbacks et flash-forward qui s'enchaînent avec une scène a priori ancienne, avec Dolores dans le monde réel, une scène sans doute située dans l'intervalle de 11 jours, avec Peter Abernathy, l'hôte dans lequel les précieuses données voulues par Delos ont été stockées par Charlotte Hale en première saison, puis une scène de construction d'hôtes, et enfin 2 scènes dans le quartier général, avec le massacre dans la salle de contrôle, qui semble déjà avoir eu lieu lorsque Maeve et Sizemore passent par là, et enfin Bernard qui tire lui-même avec une arme de la sécurité. On dirait bien que l'enjeu central des prochains épisodes sera de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Le petit bonus final, c'est qu'avec l'écran de connexion de Charlotte vu dans l'épisode, on peut nous-mêmes aller se connecter sur le site Delos Incorporated avec l'identifiant XOMEGA-CH, je vous mettrai les liens en description. Alors j'avoue que je n'ai rien découvert de bien intéressant sur le site en question, mais vous serez peut-être plus chanceux que moi. J'attends avec impatience vos propres avis et retours concernant cet épisode dans les commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et comme vous le savez, cette semaine, c'est celle de la sortie d'Infinity War, donc bien sûr, il y aura une vidéo de critique qui arrivera sans doute le mercredi 25, et puis des tas d'autres choses se profilent, sachant que de toute façon, on se retrouve dès lundi prochain pour l'analyse du 2e épisode de Westworld. J'essaierai de la sortir un peu plus tôt qu'aujourd'hui, mais que voulez-vous, j'ai fait mon maximum. Pour ceux que Totoro dans Westworld fait kiffer, eh bien il y aura un lien dans la description de la vidéo, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!